raconte l'histoire d'un collectif d'artistes femmes actifs à Paris à la fin des années 70. Mon idée était de voir s'il avait existé ici en France un mouvement féministe dans l'art similaire à celui des États-Unis et d'explorer l'incidence du féminisme sur les œuvres de femmes. Quand j'ai commencé mes recherches, il y a presque 30 ans, art et féminisme n'étaient pas encore un sujet en France. Il n'existait pas d'ouvrage en langue française sur art et féminisme comme il en existait aux États-Unis. Donc, au début de mes recherches, j'ai découvert dans le catalogue d'une exposition qui avait eu lieu au Québec, un texte écrit par une historienne d'art française qui s'appelait Aline Dallier. Dans son texte, c'était sur l'art et le féminisme en France, il y a une belle phrase dont je me souviens toujours. Elle écrit « Le féminisme en France ne saute pas aux yeux, le féminisme dans l'art encore moins ». Donc, elle a écrit cette phrase en 1982 et 15 ans plus tard, quand j'ai entamé mes recherches, j'ai trouvé que c'était toujours le cas. Donc, grâce aux écrits d'Aline Dallier, qui était vraiment la seule historienne en France historienne d'art à s'occuper des femmes, j'ai appris l'existence de 5 collectifs d'artistes femmes actifs à Paris à la fin des années 70. Et donc Dorothy Seltz, qui n'est pas là ce soir et qui participe donc à l'expo anniversaire d'Arnaud, était très engagée dans un groupe qui s'appelait Femmes en lutte. Et Anne Sossois et Lénéane Camier, qui sont là ce soir, également faisaient partie de ce groupe. Et Esther. Et les deux, voilà, aussi. Voilà. Voilà, donc en 1975, elles ont manifesté au Salon de la Jeune Peinture à Paris pour dénoncer l'année internationale de la femme. C'était un décret de l'ONU. Et beaucoup de femmes ont protesté ce décret parce qu'elles pensaient que c'était un geste de récupération des gouvernements, des libérations des mouvements des femmes qui étaient en cours. Donc, elles refusaient que les femmes soient fêtées une année et exploitées toute la vie. Donc, au Salon de la Jeune Peinture, donc ça c'est le catalogue du Salon de la Jeune Peinture de 1975. Femmes en lutte a rédigé un manifeste et en fait le salon de toute manière était très politisé avec plein de groupes politiques. Et donc Femmes en lutte, donc je ne sais pas, vous étiez combien, peut-être une trentaine ou plus, elles ont fait une installation au salon où elles ont détourné des publicités dans lesquelles l'image de la femme, en fait c'était une critique de l'image de la représentation très sexualisée des femmes dans les publicités. Donc c'était pour souligner l'hypocrisie de l'année de la femme. Et donc, on n'est pas dans les galeries, mais l'œuvre de Dorothy Seltz, qui est dans l'expo en ce moment, en fait, c'est une réactivation d'une œuvre de 73. L'artiste a fait un diptyque où elle a pris l'image d'une pin-up et puis elle s'est photographiée dans cette même pose. Elle a tout encadré en ciment ça imite le sucre pâtissier, le sucre rose pâtissier pour montrer que c'est une femme comestible. Et puis en 2021, elle a réactivé ce diptyque, elle l'a transformé en triptyque où elle a pris une photo d'elle-même, donc femme âgée, dans cette même pose de pin-up pour tourner vraiment en dérision cette image. Alors, le groupe de femmes que j'ai étudié dans ma thèse s'appelait le collectif Femmes Art. C'était un groupe actif surtout en 77 et 78. Donc, pendant 2 ans, une trentaine de femmes se réunissaient régulièrement pour se soutenir, pour regarder le travail des unes et des autres et pour monter des expositions. Donc, la plupart des expos étaient organisées dans des ateliers, donc tout était assez confidentiel. Donc, la personne qui a créé le groupe n'était pas vraiment un artiste, mais ethnologue et psychanalyste.
Elle s'appelait Françoise Eliette. Elle était aussi passionnée de peinture. Elle avait commencé à peindre dans les années 70. Et en tant que psychanalyste, et bon, c'était des années de psychanalyse à Paris dans les années 70, elle s'intéressait beaucoup au processus de la création et aux différences possibles dans ce processus chez les hommes et chez les femmes. Et donc, elle s'est interrogée sur le désir de créer chez les femmes en s'appuyant sur la psychanalyse. Elle tentait aussi d'expliquer l'omission des femmes de l'histoire de l'art par le biais de la psychanalyse. Donc, avec Femmes Art, ce qu'elle voulait faire, c'était de voir, d'étudier et de diffuser les œuvres de femmes, car elle pensait qu'une réflexion sur la place des femmes dans la culture doit obligatoirement accompagner les luttes féministes sur le plan juridique et économique. Donc, parmi les artistes de Femmes Art, celles qui ont participé régulièrement ou ponctuellement, donc il y avait Thérèse Ampe-Jonas qui est aussi dans l'expo chez Arnaud, Isabelle Champion-Métadier, Colette Deblay, Hessie, Monique Friedman, Françoise Janicot, Léa Lublin, Claude Boréalard, Liliane Camier, Anne Saussoir, Marie Orensanz, Elisa Tan, Vera Molnar, voilà, toute une liste. Donc, donc là, il y a une photo d'une réunion de Femmes Art chez Françoise Janicot. Elle avait un grand atelier dans le centre de Paris. Et donc, de gauche à droite, il y a Françoise Eliette, donc la fondatrice du collectif, Isabelle Champion-Métadier, qui est peintre, il y a Vera Molnar, qui est assise, Anine Dallier, debout à côté d'elle. Dans la fenêtre, il y a Marie Orensanz, puis 3 femmes que je ne vois pas. Il y a Tania Moreau et Thérèse Ampe-Jonas. Voilà, mais les réunions en fait étaient ouvertes à tout le monde. Donc il y avait des personnes qui venaient régulièrement, mais ce n'était pas une association avec des membres et tout ça. Tout le monde est libre. Alors donc dans le collectif, toutes les artistes n'avaient pas le même parcours et 2 générations se côtoyaient. Et certains artistes comme Françoise Janicot ou Léa Lublin ou Vera Molnar étaient plus établis que d'autres et elles étaient plus âgées aussi. Et juste pour parler de Françoise Janicot, si on passe, donc là c'est l'atelier de Françoise Janicot. Et voilà, donc Françoise, elle était vraiment très engagée dans ce collectif Femmes Art. Elle avait une pratique conceptuelle et performative et féministe. Et en 1972, elle a réalisé cette performance qui s'appelle l'encoconnage, pendant laquelle elle s'est enroulée des pieds à la tête de ficelle pour incarner l'enfermement des femmes ou voir l'auto-enfermement ou l'autocensure. C'était aussi une œuvre sonore, donc pendant qu'elle s'est enroulée de ficelle, son mari, qui était poète, donc le poète Bernard Heidsieck, il lisait un texte qui rythmait l'action de Françoise. Et là, la photo de la tête de Françoise était souvent reproduite dans la presse féministe à l'époque. Alors, donc, l'enfermement était le sujet de prédilection de Françoise Janicot. Et donc, dans le cadre de ce collectif Femmes Art, elle a organisé une expo chez elle. Donc, c'était une journée d'action dans son atelier. Donc, le 11 mars 1978, elle a invité 4 autres femmes du collectif à faire une action sur le thème de l'enfermement dans son atelier, du 10h du matin jusqu'à 10h le soir. Donc, parmi les invités, parmi les exposantes de ce jour-là, se trouve Elisa Tan, donc artiste d'origine chinoise, qui avait une pratique autour des mots et du langage. Et donc, pour la journée du 11 mars, elle s'est installée devant la machine à écrire et elle a tapé des conjugaisons du verbe travailler, ou to work en anglais. Voilà, donc elle a tapé des colonnes de mots toute la journée, de 10h du matin jusqu'à 10h le soir.
Donc elle a créé des sortes de poèmes concrètes en tapant ses mots et puis en restant assise toute la journée devant la machine à écrire. Elle est comme l'employée au bureau, enfermée dans son travail peu valorisé. Alors, une autre exposante cette journée du 11 mars. Donc, il y avait Léa Lublin. Donc, Léa Lublin, elle avait préparé une grande banderole qu'elle avait accrochée dans l'atelier, qui était tamponnée de plusieurs questions ironiques sur les femmes. Donc, la femme est-elle un sac à sperme, un phallus à l'envers, le mal du siècle? Voilà. Donc, Léa n'était pas d'accord pour rester enfermée dans l'atelier toute la journée. Alors, à 17h, elle est sortie. Donc, Françoise avait son atelier en plein centre dans l'île Saint-Louis. Donc, à 17h, elle est sortie avec la banderole et elle a fait descendre, depuis le Pont-Marie, elle a fait descendre dans la Seine pour faire dissoudre les vieux préjugés sur les femmes. Et voilà, donc cette action de Léa Lublin et même cette journée d'action, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de mythique, mais en mars 78, on s'en foutait. Il n'y avait rien, pas dans la presse, rien, c'était oublié. Et malgré le fait que des personnes du milieu de l'art étaient présentes. Alors, donc, dans le collectif Femmes Art, il n'y avait pas que des performeuses. Voilà. Donc, ou des artistes conceptuels, il y avait aussi celles qui faisaient du dessin, de la peinture, qui étaient plus rattachées à des traditions picturales. Claude Boréalard était l'une de ces artistes. Elle avait aussi organisé une exposition chez elle en juin 78, donc le temps d'un week-end. C'était 10 femmes qui exposent dans un atelier. Et donc là, dans la photo, il y a Anne Sossois qui est assise. Derrière elle, debout, c'est Claude Boréalard, Hélène Villers, Liliane Camier et Catherine Hecking. Au mur, il y a des pastels de Catherine Hecking et les dessins de Anne Sossois. Donc, parmi, est-ce que c'est utile, les autres exposantes étaient Michel Katz, Jacqueline Desarménienne, Renée Bossert, Christina Martinez et Michaela Hennick. Voilà, donc je vous montre. Donc là, vous voyez à gauche, là, ce sont des dessins d'Anne Sossois. Et voilà donc à quoi mieux ressemblent les dessins au crayon de couleur. Donc, des dessins de 78. Donc, Anne m'a dit qu'elle avait une fascination pour les étoffes et la présence ressentie du corps dans les plis du tissu. Et cela vient de son expérience au théâtre universitaire, où elle avait travaillé sur les costumes. Et donc, l'aspect tactile et sensuel des tissus et aussi les rideaux de théâtre est devenu pour elle une sorte de champ d'exploration graphique. Merci. Alors voilà, donc le tissu était également important pour Liliane Camier. Donc à cette époque, elle est jeune mère de famille, comme Hessie, d'ailleurs Hessie qui expose chez Arnaud. Donc Liliane a fabriqué des vêtements pour ses enfants et donc avant de commencer une pratique de dessin, elle avait créé des œuvres textiles qui racontent sa vie de mère de famille qui ne lui laissait pas beaucoup de temps pour la création. Et donc à gauche, donc c'est une œuvre textile de 76 qui s'intitule Poche. Et donc des objets de la vie quotidienne, donc un morceau de jouet, du sable, des bouts de dessin sont cousus dans des poches pour raconter le temps très fragmenté de ses journées. Et donc quand elle commence à dessiner, elle va faire des dessins de tissu. Donc elle dessine des fils qui se resserrent et se relâchent
pour exprimer la difficulté de tout tenir ensemble en tant que mère de famille et artiste. Et dans certains dessins, les fils sont composés de mots qui évoquent cette difficulté de réconcilier le désir de tout bien faire en tant que maman et artiste. Voilà, donc ce sont des dessins tissés qui étaient montrés chez Claude Boréala. Comment? C'est Liliane Camier, elle est là. Elle est là. Ouais. Comment? Liliane. Voilà, Liliane Camier. Miraculeusement, cette expo chez Claude Boréala a été évoquée dans la revue Opus International. Il y avait une critique d'art qui est venue voir l'expo, Anne Ponche, et donc il y a un petit compte-rendu. Donc peut-être cette expo a eu un petit peu plus de retentissement que celle chez François Génico. Donc là, c'est le travail de Thérèse Amp-Jonas. Donc Thérèse, sa pratique est peut-être plus proche de celle de François Génico et Léa Lublin, parce que c'est davantage conceptuel et performatif. Elle n'était pas dans l'expo chez Claude Boréala, mais l'œuvre qui est montrée chez Arnaud en ce moment raconte aussi cette réalité du temps fragmenté en tant que mère de famille. Donc ces deux œuvres-là, donc de 78, et comme celle qui est chez Arnaud, ce sont des peintures faites sur des cartons à boutons qu'elle avait récupérés dans un marché. Et donc les cartons n'ont plus de boutons, mais il y a encore des fils, et avec la peinture blanche, elle a recouvert ou elle a neutralisé, c'est le terme qu'elle emploie, elle a neutralisé les fils. Et donc, elle exprime son plaisir de peindre sur un support réduit, donc qui était adapté à son temps de travail réduit et fragmenté en tant que mère de deux jeunes enfants. Et donc voilà, ce sont des œuvres plus larges, composées de plusieurs cartons à boutons peints et qui datent de 78. C'est le dernier, donc le travail de Hessie, donc Hessie qui est représenté chez Arnaud. Le travail de Hessie résonne aussi avec les œuvres de ces artistes. Donc ces tableaux brodés et cousus sont des espaces de méditation fabriqués à partir de matériaux et avec des outils de son quotidien, de sa vie quotidienne. Donc elle a appelé son travail de cette époque survival art, donc l'art de survie. Donc elle a, comme tout le monde, on cherche de la transcendance à partir des gestes, à partir des gestes du quotidien. Donc quand j'ai travaillé sur ma thèse, je n'ai pas eu la possibilité de rencontrer Hessie. Elle et son travail étaient totalement invisibles, donc c'était à la fin des années 90, début des années 2000. Donc en bibliothèque, je n'ai trouvé que quelques reproductions, quelques documents datant des années 70, avec des reproductions assez pauvres en noir et blanc. Et pourtant, Hessie, elle a eu très jeune une expo personnelle au Musée d'art moderne de la ville de Paris et elle a disparu de la circulation. Donc j'étais vraiment ravie de enfin voir ses œuvres en vrai chez Arnaud. Donc le collectif Femmes Art a duré 2 ans environ et n'a malheureusement pas eu de retentissement immédiat dans le milieu de l'art. Donc Françoise Elliott, la fondatrice, est décédée en 1983 à l'âge de 45 ans. Donc elle n'a pas pu réaliser ses nombreux projets. Mais il est intéressant qu'aujourd'hui, une nouvelle génération d'historiennes d'art, donc plus jeunes que moi, donc, est en train de revisiter cette histoire des années 70. Et en ce qui me concerne, je dirais que ma thèse m'a apporté bien plus qu'un diplôme. C'était une aventure humaine qui se poursuit encore aujourd'hui. Et pour terminer, je vais dire que c'est grâce à Anne Sossois que j'ai rencontré Arnaud. C'est toi qui m'as présenté à Arnaud et que j'ai commencé à exposer dans la galerie. Donc la boucle est en train de se boucler. Voilà.